On connaît bien ici, évidemment. Voilà. Vous avez plaisir. Merci. Donc, il y a 2 feuilles, une carte et la photo de mon héroïne dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et tous. Cette femme m'est proche. Née sur une ferme en Ontario en 1870, elle a enseigné à Cobourg, ville que j'ai croisée souvent entre Montréal et Toronto. Puis, elle est allée pratiquer comme infirmière à Staten Island, où je me suis égarée un jour à 2 jets de pierre de Manhattan. C'est là qu'à Staten Island, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Léonidas Hubbard Jr., qui allait devenir donc son mari. Ces différents repères me la rendent presque une intime. Elle, Mina Benson Hubbard, première femme d'origine non autochtone à avoir exploré et cartographié l'intérieur du Labrador, ses forêts infinies, ses rivières grandes comme des fleuves, ses portages laborieux, ses déferlantes de rapides qui donnent le tournis aux avironneurs. J'ai voulu mettre mes pas dans les siens. C'est ainsi que je me suis rendu à l'endroit même d'où elle a mis le cap, à Northwest River, dont il a été question ce matin avec Mme Saucier, où avait séjourné José Maillot. Donc, elle est partie de Northwest River, que vous avez indiqué sur la carte, par un matin de grand vent et de pluie, dont les grains rebondissaient sur l'eau grise comme des billes de verre. Là, la rivière du même nom s'élargit pour courir jusqu'à la rivière Georges et ensuite jusqu'au littoral, jusqu'à la côte de l'Ungava. Donc, j'ai voulu marcher dans ses pas aussi modestement. Des profondeurs du début de son 20e siècle, elle avançait dans ses bottines toujours trempées, courbaturées dans le fond d'un canot. Moi, du haut de mon 21e siècle, j'y suis allé en bottines de marche bien étanches et en camionnette tout confort. Mais elle est ma sœur. Je connais son point de départ, Northwest River, que vous pouvez apercevoir donc sur la carte, et je connais aussi son point d'arrivée sur la côte de la baie d'Ungava où j'ai eu l'occasion de passer quelques semaines. Mina Benson Hubbard, dans mes songes, depuis que j'ai lu le récit de son expédition, Mina, mon vent du Nord, Mina, mon flambeau d'épinette, Mina, mon Labrador. Beaucoup de questions du Labrador d'ailleurs aujourd'hui. Voici donc le récit de son expédition. 27 juin, puis regardez la photo, là, imaginez, là, 1905, une femme en jupe qui part. Vous allez suivre. Donc, 27 juin 1905, 15h15, Northwest River, avec 4 compagnons familiers des forêts du Nord, autochtones et métis, à bord de 2 canots chargés de 350 kilos de bagages. Elle glisse dans la sauvagerie de l'eau et des arbres, comme délivrée après des mois d'une préparation intense. Elle est enfin partie. Son objectif, parcourir les 900 km jusqu'à l'Ungava et cartographier les bassins hydrographiques le long du trajet. Elle veut compléter le travail inachevé de son mari lors d'une expédition 2 ans auparavant qui lui a coûté la vie. Léonidas est mort de faim et de froid après avoir pris le mauvais embranchement d'une rivière, la rivière Susan qui est indiquée sur la carte. Il neige, il ne peut plus avancer, il rêve d'un repas gargantuesque avec Mina. Il a fait bouillir sa ceinture avec un vieil os de caribou et manger son dernier mocassin. Ses 2 compagnons sont partis chercher du secours. Grelottant dans sa tente, il écrit le 18 octobre 1903 à Mina « Je ne souffre pas, je m'endors. Mourir de faim n'est pas si mal. » Mina, elle, s'élance dans l'euphorie. Jour parfait, consigne-t-elle, au premier coup d'aviron, l'eau est claire comme du cristal. Sa détermination aussi est claire comme du cristal. L'aventurière âgée de 35 ans a elle-même engagé et payé ses 4 Sherpas, mot qui n'existait pas évidemment en 1905. Longue jupe sur des pantalons bouffants, mocassins montant jusqu'aux genoux, chapeau à rebord. Elle porte en bandoulière des sacoches contenant revolvers, couteaux de chasse, appareils photo. À bord de son canot, des instruments scientifiques, sextant, thermomètre, baromètre, matériel d'arpentage. Et un journal de bord à noircir qui sera publié en forme de récit en 1908 sous le titre A Woman's Way Through Unknown Labrador, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est un peu un livre de chevet maintenant pour moi que j'adore.
Fin de cette première journée, donc, elle est partie, il est 23 heures, traîne un restant de lumière dans le ciel. L'expédition s'arrête pour dresser un campement. Au menu, porc-épic rôti. Mina n'apprécie pas trop, dissimulant son dégoût à ses compagnons qui, eux, dévorent et adorent le porc-épic. Elle se dit en souriant intérieurement qu'elle n'en est pas à son dernier repas de porc-épic et qu'elle s'y fera. Cette nuit-là, retirée dans sa tente, elle peut enfin s'adonner tout entière au souvenir encore brûlant d'avoir vu, au loin, l'embranchement de la rivière Susan qu'emprunta Léonidas par erreur. Elle peut laisser libre cours à ses larmes, appeler Léonidas au fond de la nuit, le toucher presque. Elle écrit quelques mots dans son journal avant de s'endormir dans le bleu transperçant du nord. Dès le lendemain, les choses se corsent. Le parcours se raidit. L'avancée sur les eaux est rendue difficile à cause des chutes et des cascades. Il faut faire d'exténuants portages, marcher dans les mousses et les lichens où les pas s'enfoncent jusqu'aux mollets. Les hommes font parfois 4 voyages d'un point à un autre pour venir à bout des bagages. Ils tremblent comme des feuilles, tant ils ont forcé. Et ce qui était écrit dans le ciel, évidemment, se produit. Quelques jours après le départ, un canot se renverse avec une partie de sa charge. Jo et Job manquent d'y laisser leur peau. De peine et de misère, ils ramènent leur embarcation intacte sur la rive. Une précieuse hache est perdue dans les rapides, avec quelques autres articles. Les 2 hommes fanfaronnent, mais sont ébranlés. Arrive juillet et les chaleurs suffocantes. Au voyage hérissé d'obstacles se mêlent à présent les moustiques, les fameuses mouches noires, toujours aussi voraces, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mangée tout rond par ces nuées de volatiles, visage bouffi, Mina est plutôt contente de ne pas avoir apporté de miroir. Elle s'est munie d'un filet à travers lequel passent quand même les damnées bestioles. Elle en avale parfois avec les aliments, une torture, écrit-elle. Ce que je voudrais être un homme, écrit-elle aussi. Ses Sherpas la surprotègent et ça finit par l'agacer souverainement. Peut pas aller au bord des rapides, elle va s'étourdir et tomber. Peut pas rester seule trop longtemps, elle va se faire attaquer par un ours. Peut pas aller ici, c'est trop abrupt. Peut pas aller là, c'est trop glissant. Un après-midi, elle s'écarte du groupe pour prendre de la photo. Les hommes la croient perdue et deviennent comme fous. Exaspérés, elle leur propose un marché. Si l'un de vous m'accompagne où je veux et quand je veux, je m'engage à ne plus aller seul. Alors, Jo déclare n'avoir jamais vu de femme faire autrement que ce que les hommes lui demandaient. L'incident se clôt sur une bonne bouteille de brandy, bu au goulot devant un feu mourant. Alors, la carte de Mina se dessine à mesure que progressent les canots. Mina ausculte le décor avec ses instruments, note la forme du relief, recense géologie, faune et flore, donne les noms de ses proches aux îles, lacs et montagnes. Envoûtée par ce qu'elle observe, émue devant violettes blanches et bleues, dents de lion, thé du Labrador, je pense aux roses du Labrador de tout à l'heure. C'est beau. Elle écrit, Mina, « Aujourd'hui, j'ai vu tant de beauté que j'en reste un peu sonnée. » Elle pose ces mots dans son journal le 17 juillet. Ils sont partis le 27 juin. L'expédition a parcouru 250 km en 3 semaines. Il en reste 650 à franchir. Au 37e jour, la première grande étape du trajet est atteinte à 17h52, le grand lac Michikamau. Avec un morceau de silex, l'exploratrice inscrit sur une pierre plate que les hommes perchent au haut d'un arbre, bien à la vue, Hubbard Expedition arrived here August 2nd, 1905. Récompense ce soir-là un bon pudding au riz. Le 8 août, ils sont partis donc depuis le 27 juin, alors qu'ils ont atteint la source tant convoitée de la rivière Georges. Le quintet, regard halluciné, croise parmi les dernières vastes migrations de caribous du Labrador. Les équipiers restent sans mots devant le spectacle. Des milliers et des milliers de bêtes en bataillons serrés, dont les bois et les dagues se cognent dans des bruits sourds, un tremblement de terre, une lave brunâtre martelant le sol et se répandant comme une hémorragie. Une montagne qui marche dans le vocabulaire autochtone. Les 4 hommes sont excités comme des enfants, ils n'ont jamais rien vu de pareil, jamais imaginé scène semblable, même dans leurs rêves les plus fous. Après cette journée époustouflante, encore sous le choc des caribous, Mina est assise près du feu de camp pour réchauffer ses pieds nus, annotant son carnet comme elle le fait quotidiennement.
Les équipiers reverront plusieurs caribous les jours suivants, mais jamais en si grand nombre. Ils abattront un mâle dodu à la carabine. Mina écrit « J'ai tiré mon chapeau sur mes yeux, espérant dans mon fort intérieur que la pauvre bête pourrait s'échapper. » Mais non. Sentiment mêlé, évidemment, car une partie des 120 kilos de viande fraîche feront le soir même un savoureux rôti pour le groupe exténué. Elle écrit « Je ne ressens aucunement la solitude alors que tout le monde s'attendrait au contraire. » Note-t-elle. « Il m'arrive de souhaiter ne jamais rentrer chez moi. » Le plus périlleux reste à venir, dévaler la rivière Georges dans sa partie la plus tumultueuse jusqu'à l'Ungava, une interminable glissade que les canaux dégringolent à l'épouvante, dansant comme des feuilles d'automne, écrit Mina. Les hommes sont malades de peur, mais tiennent bon. Parfois, le soleil du nord est si brillant qu'ils doivent arrêter leur cavalcade aveuglés. Le paysage a changé, il n'y a plus d'arbres, les montagnes sont nues, c'est une désolation grandiose. Fin de l'aventure le 27 août 1905, 2 mois jour pour jour après leur départ de Northwest River. L'équipe Hubbard a atteint le poste de la baie d'Ungava en un temps record et sans trop de mal, accueilli par le couple Ford. Au lieu d'exulter, Mina a le cœur serré. Ce soir-là, elle s'endort dans un lit douillet. Les hommes, eux, ont monté leur tente pas très loin. Elle écrit « Je réalise tout à coup que je ne fais plus partie de l'équipe. » Elle a recouvré sa condition de femme. Publiée en 1906, la carte des rivières et des lacs du nord-est du Labrador, confectionnée par Mina Benson Hubbard, est demeurée pendant des décennies la souche des cartes officielles de cette portion de l'Amérique du Nord. Alors j'en arrive tout doucement à ma conclusion. Par-delà une narration de son aventure qu'elle a voulu tout en retenue, combien elle a dû en baver. Fallait-il qu'elle soit déterminée en 1905, les Canadiennes, pas plus que les Anglaises et les Françaises, n'avaient le droit de vote. Pis encore, elles n'étaient pas considérées, ici au Québec en tout cas, comme des personnes au sens de la loi. Pour ce qui est de Mina, à son handicap d'être une femme et urbaine de surcroît, avec ses coquetteries, comme celle d'avoir traîné un matelas gonflable et un oreiller dans ses bagages, s'ajoutait celui d'avoir des Sherpas la protégeant à l'excès. Elle incarnait bien la femme déesse, ligotée sur son piédestal, adulée et méprisée à la fois, la femme fée intouchée, intouchable, une sainte vierge portant compas, sextant et revolver, et plutôt qu'une tête de serpent, écrasant de ses pieds des pousses d'épinette. La Vierge, aux côtés des 2 autres figures immémoriales de la femme, la maman et la putain. L'expédition de Mina Benson Hubbard était aussi celle d'une amante endeuillée. Mina navigua dans les paysages et sur les eaux qui, 2 ans auparavant, avaient composé le linceul de Léonidas. Elle est presque muette à ce sujet dans son livre. Voulait-elle éviter, par cette retenue, aux yeux du monde, son état de veuve enamourée ne prenne le pas sur celui de la pionnière, cartographe et de l'exploratrice? On suppose qu'elle a dû batailler ferme pour établir son statut de patronne d'expédition et la dimension scientifique de sa mission, luttant contre l'image de l'impudente en jupon dont les journaux avaient fait des gorges chaudes. Rien n'étant jamais simple, il est aussi vrai de dire que l'expédition de Mina n'eût pas été possible sans les 4 hommes dévoués qui la prirent en charge. Soyons justes. Nous sommes au début du 20e siècle. Mina est une femme de son époque. Ses chaperons s'étaient jurés qu'ils l'amèneraient à bon port, saine et sauve, et qu'elle ne subirait pas le même sort tragique que son époux. Je conclus. Mina Benson Hubbard, femme si lointaine et si proche. Son aventure, encore aujourd'hui, a des résonances, agite les sujets qui traversent le temps, l'amour, la mort, la beauté. Par son exploit, Mina rachetait l'échec de Léonidas et lui offrait en quelque sorte une rédemption. Elle eut probablement à se débattre avec l'idée que l'élève avait dépassé le maître, ayant brillamment réussi là où son mari avait échoué. Était-ce le trahir? À cette époque, la plupart des femmes étaient condamnées à jouer les seconds violons, sinon à s'effacer, se dissoudre dans la discrétion et l'humilité. Mais en même temps, Mina, toute cette beauté pagaillée, marchée, portagée, dévalée, surgit de panoramas inouïs,
Mina transcendait en même temps la perte de Léonidas et consommait le deuil de Mina. En ces lieux, Mina devenait elle-même. Tel n'est pas le moindre de ses exploits d'ailleurs au début du 20e siècle. Les pieds trempés et la tête dans les mouches noires, elle signait son émancipation, la naissance à soi. Une dernière image d'elle qui me poursuit. La pleine lune projette l'ombre d'une longue épinette dans sa tente, où elle est allongée. Les fragrances de résine l'enivrent. Autour du feu, les hommes chantonnent un hymne à la nuit. Mina est devenue forêt et moi, un peu avec elle. Merci.